Je me suis entraîné à considérer les autres comme des objets de plaisir potentiel plutôt que comme des êtres humains à part entière. Ça peut paraître cruel, et ça l'est, mais c'est comme ça que je fonctionne. C'est l'histoire d'un homme en apparence ordinaire qui est devenu l'un des tueurs en série les plus violents et terrifiants de l'histoire. Son désir d'avoir un partenaire qui ne le quitterait jamais n'a fait que s'intensifier. Et c'est ce qui l'a conduit à vouloir transformer ses victimes en zombies. Il droguait de jeunes hommes, les tuait et conservait leur crâne comme trophée. Il y avait comme une odeur de viande, mais vraiment pourrie, et elle envahissait tout l'immeuble. Dans son musée des horreurs, il réalisait ses fantasmes les plus macabres et les plus monstrueux. Il pensait que son destin était de tuer et qu'en construisant son hôtel, une puissance diabolique se révélerait à lui. Le nombre de ses victimes fait froid dans le dos. Oh mon Dieu! He destroyed the baby of the family, and I hope you go to hell. Il a inspiré plusieurs films, dont My Friend Dahmer et Dahmer avec Jeremy Renner. Son nom, Jeffrey Dahmer. Son surnom, le cannibale de Milwaukee. 1991. Un tueur en série sévit dans les rues de Milwaukee, mais ni les habitants ni la police ne sont en état d'alerte. 9 hommes et un adolescent ont déjà disparu. En réalité, ils ont été assassinés. En apparence, l'auteur de ces meurtres semble inoffensif. Mais au fond de lui, il est dévoré par la solitude et des pulsions secrètes qu'il a gardées enfouies jusqu'à ses 18 ans. L'homme qu'il avait pris en stop a voulu partir. Ça va? Il a saisi un haltère et il l'a tué. Cette pulsion de violence a libéré le monstre qui sommeillait en lui. Pourtant, durant les 8 années qui vont suivre, il restera tapi dans l'ombre. Il a tenté de le combattre en intégrant l'armée ou en le noyant dans l'alcool. Il a même emménagé chez sa grand-mère qui l'accompagnait à l'église tous les dimanches. Il a été horrifié par son premier meurtre. Il a lutté intérieurement pendant des années pour ne pas recommencer. Il priait beaucoup. Il voulait vraiment étouffer ce qu'il avait en lui. Il voulait satisfaire ses pulsions nécrophiles sans avoir à tuer. Il a tenté de déterrer des corps dans un cimetière et il a longtemps dormi avec un mannequin qu'il faisait semblant de prendre pour un cadavre. Mais près d'une décennie plus tard, il a de nouveau perdu le contrôle et s'est lancé dans une série de meurtres plus glaçants, les uns que les autres. Il a renoncé, il n'a plus essayé de résister. Il est devenu une véritable machine à tuer, hors de contrôle. Il ne se livre à ses actes morbides qu'avec des hommes, qu'il traque dans les saunas, les bars ou même les centres commerciaux. Il séduit ses victimes potentielles en les flattant ou en rusant. J'aime les gens, les corps bien dessinés, les hommes musclés. Ah oui? Ouais. Pour attirer certains hommes, il leur propose de poser pour lui dans son appartement, contre de l'argent. Jeffrey Dahmer fait toujours en sorte d'apparaître comme quelqu'un d'inoffensif. Il est toujours maître de lui et très poli. Il est intelligent, il est aussi réservé et presque effacé. Mais derrière cette façade, il y a un monstre. Une fois qu'il les a tués, il peut s'adonner à ses pratiques déviantes. Il les contemple et assouvit ses désirs sexuels. Jeffrey voulait tout contrôler.
Quand on voit la vie qu'il a menée, on peut affirmer qu'il a très rarement été en mesure de maîtriser ce qui se passait autour de lui, surtout durant son enfance et son adolescence. Ce besoin de tout diriger, que tout se déroule exactement de la façon dont il le voulait, était une motivation très profonde chez lui. Ses voisins sont loin d'imaginer les actes abominables qui se déroulent derrière la porte de l'appartement 213. Les meurtres, les mutilations et le cannibalisme font partie du quotidien de Jeffrey Dahmer. On l'a notamment surnommé le cannibale de Milwaukee, parce qu'il mangeait parfois certaines parties du corps de ses victimes. L'attachement qu'il avait envers elles le poussait à vouloir conserver des parties de leur corps. Ça explique pourquoi il consommait les muscles et la chair de certaines d'entre elles. Cette forme particulière de cannibalisme s'appelle l'endocannibalisme. Elle est pratiquée par différents peuples à travers le monde. Ils ingèrent le corps, la chair de leur être aimé parce que ça revient à ingérer leur âme, leur essence. Il peint leur crâne afin de les préserver et les dissimuler. Avec ces reliques effroyables, il a l'intention de construire un autel où il pourra entrer en communion avec ses nombreuses victimes et revivre ses crimes. Il avait des parties de squelettes, des crânes. Il voulait utiliser des bougies. Il avait l'intention de mettre 2 squelettes de chaque côté. Comme ça, ses victimes auraient toujours été près de lui. Il aurait pu les regarder, sentir leur présence. Et il aurait très certainement été excité à l'idée que ces personnes étaient avec lui pour toujours. Allô? Un jour, il reçoit un appel de Joyce, sa mère, qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Cette conversation fait ressurgir un passé profondément enfoui. Ça va. Celle-ci lui dit qu'elle a compris qu'il était homosexuel et qu'elle l'aime tel qu'il est. Ça lui a peut-être fait prendre conscience qu'il avait manqué d'amour pendant des années. D'un autre côté, il a peut-être eu peur d'être à nouveau abandonné et de ne pas pouvoir supporter cette souffrance. Ces paroles de réconfort, qui avaient probablement pour but d'apaiser l'âme tourmentée de Dahmer, ont peut-être eu un effet radicalement opposé. Non seulement il ne mettra pas un terme à ses agissements, mais il sera plus déterminé que jamais à construire son hôtel macabre. 2 mois après avoir fait sa 10e victime, il va se mettre à tuer à un rythme effréné. C'est le début de la soirée. À l'autre bout de la ville, Errol Lindsay, 19 ans, vient de quitter le domicile de sa mère pour aller reproduire une clé. En chemin, il se fait aborder par un homme disant être photographe. Il aimerait essayer son nouvel appareil et cherche un modèle pour réaliser quelques portraits. Il est prêt à le payer 50 $. Errol y voit une occasion de gagner facilement un peu d'argent. Jeffrey Dahmer suivait toujours la même tactique pour attirer ses victimes chez lui. Il les abordait, mentionnait l'air de rien qu'il avait un nouvel appareil photo et qu'il cherchait un modèle. Était-il prêt à poser pour lui pour 50 $? C'était un jeune Américain du Midwest propre sur lui, qui n'avait pas l'air d'être un pervers. Il pouvait donner cette image de lui à son père, à sa mère, à son patron. Une fois dans son appartement, il écrase plusieurs somnifères et les dissout dans un verre qu'il propose au jeune homme. Celui-ci accepte. À partir de ce moment-là, son destin est scellé. Il perd rapidement connaissance, mais Dahmer ne va pas l'étrangler. Il a des projets encore plus abominables. Il cherche constamment à avoir de plus en plus de contrôle. Se livrer à des actes cannibales, démembrer un corps et prendre des photos, ça ne lui suffit plus.
Il lui en faut toujours plus. Et ce qui lui semble le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de ne pas tuer ses victimes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il veut les garder en vie, mais en faire des zombies incapables de sortir de chez lui. Ces hommes ne l'abandonneraient jamais et il exercerait sur eux un contrôle total. Le psychopathe perce un trou de 5 cm de profondeur dans le crâne d'Errol. Puis il lui injecte de l'acide chlorhydrique dans le cerveau. Il attend ensuite que l'effet des somnifères se dissipe. Monsieur Dahmer en était arrivé à un stade d'introspection. C'est là qu'il a commencé à avoir des pensées bizarres qu'il n'avait pas auparavant. Il s'est dit, je ne suis peut-être pas obligé de les tuer. Je pourrais créer des zombies, des êtres qui seraient entre la vie et la mort. Ils resteraient avec moi et ils me tiendraient compagnie. Mais sa créature a encore un comportement trop cohérent à son goût. Il lui administre donc une seconde dose d'acide. Et celle-ci sera mortelle. Errol Lindsey vient de devenir sa 11e victime. Déçu par son expérience qui a échoué, Jeffrey Dahmer le découpe et conserve son crâne comme il en a l'habitude. Il tentera même de conserver la peau de son visage. La police ne se doute pas de la présence d'un tueur en série dans la ville de Milwaukee. Pourtant, la population commence à s'inquiéter de ces disparitions et à se demander si elles ne sont pas liées entre elles. Ces hommes que Dahmer a tués avaient tous une famille et des amis, des gens qui tenaient à eux. Petit à petit, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir perdu un fils ou un frère. Ils voyaient des avis de recherche, ils entendaient des rumeurs. Personne ne comprenait ce qui se passait parce qu'aucun corps n'avait été découvert. Rien ne prouvait qu'il y avait eu crime et il n'y avait pas de témoins. Les habitants savaient uniquement que des hommes avaient disparu dans la communauté gay de Milwaukee. Un jour, j'ai rencontré un homme qui tendait des avis de recherche aux passants dans la rue. Il m'en a donné un et je lui ai demandé qui était cette personne. Il m'a répondu « C'est mon frère, ils disent qu'il s'est enfui. Il a 18 ans, il vient de finir le lycée. Mais je suis sûre qu'ils se trompent. Je leur ai expliqué qu'il n'aurait jamais fait ça, mais ils ont dit « Mais si, il s'est enfui, on ne peut pas mener d'enquête. » Je lui ai raconté que je l'avais croisé. Je l'avais vu entrer par la porte de service avec Jeffrey et je m'étais demandé ce qu'ils faisaient ensemble, parce que Jeff était un peu vieux pour lui. Les habitants se montrent désormais méfiants. Mais certains sont plus vulnérables que d'autres. Tony est sourd, mais il ne veut pas que ça lui gâche la vie. Il adore aller danser dans les clubs. Tony Hughes, 31 ans, a perdu l'ouïe à cause d'une maladie contractée durant son enfance. Mais ce handicap ne l'empêche pas de mener une vie normale et de sortir le soir. Il a beaucoup d'amis qui sont très protecteurs avec lui, surtout en cette période où des hommes gays disparaissent à Milwaukee. Il a récemment déménagé à Madison, dans le Wisconsin, car ces incidents inexpliqués l'inquiétaient. Mais ce week-end, il a décidé de revenir pour rendre visite à sa famille et à ses amis. Parmi ces derniers se trouve un certain Jeffrey Dahmer. Tony Hughes et Jeffrey Dahmer s'entendent bien. Ils se connaissent depuis plusieurs années. Ils sont même déjà allés ensemble à des soirées. Jeffrey est dans le carnet d'adresses de Tony. C'est vous dire à quel point ils sont proches. Un samedi soir au club 219, Dahmer passe un mot à Tony pour l'inviter discrètement dans son appartement. Pour une raison qu'on ignore, il décide de tuer son ami, ce qui est soit extrêmement stupide et maladroit, soit le signe d'un excès de confiance. Il y a des chances qu'on remonte jusqu'à lui. C'est une grosse erreur pour un tueur en série. Leur point fort en général, c'est que personne ne peut les relier à leurs victimes parce qu'ils ne les connaissent pas. Tony mourra étranglé. C'est le 12e meurtre du cannibale de Milwaukee.
Celui-ci prend ensuite sa victime dans ses bras et laisse le corps quelque temps dans son lit pour l'avoir près de lui. Un jeune homme vient à nouveau de disparaître. La peur règne plus que jamais dans la ville. Ses amis et sa famille placardent des affiches et promettent une récompense. Mais dans le quartier défavorisé d'Avenues West, les forces de l'ordre préfèrent fermer les yeux. Il y avait des gens qui faisaient des overdoses dans les caves, des maisons condamnées qui étaient squattées. La police ne venait plus dans le quartier parce qu'ils disaient que ça ne servait à rien. Quand ils se déplaçaient, ils regardaient les bâtiments et les gens et ils disaient « Vous êtes répugnants ». À l'époque, les jeunes hommes voyageaient beaucoup. Ils montaient en voiture avec quelqu'un et partaient à l'aventure. Surtout quand ils ne faisaient pas d'études et n'avaient pas d'emploi stable. Mais en ce temps-là, pour contacter quelqu'un, il fallait l'appeler dans une cabine téléphonique ou le rejoindre où il était. On ne pouvait pas rester tout le temps en contact et surveiller les gens comme on le fait aujourd'hui. Donc, on pouvait tout à fait partir et revenir seulement 4 ou 5 jours, voire plusieurs semaines plus tard. Surtout quand on était un jeune homme qui voulait vivre de nouvelles expériences. Et même si pendant ce temps-là, la famille pouvait s'inquiéter. Dans son immeuble, Jeffrey Dahmer a éveillé l'attention des voisins. Je suis allé devant sa porte et je l'ai senti. Je lui ai dit « Cette odeur vient de chez toi, Jeff. Si tu ne fais rien, je serai obligé d'appeler le propriétaire pour lui dire que ça vient de ton appartement. » Il est allé chercher une scie et il s'est mis à faire du bruit. On aurait dit qu'il était en train de découper quelque chose. J'ai rajouté « Tu ne prends pas ça au sérieux, mais tu devrais parce qu'il y a des gens qui veulent t'expulser. » Mais il ne semble pas s'inquiéter de ce que peuvent penser les autres locataires. Et la nuit, il met leur patience à rude épreuve. Ils entendaient des bruits inhabituels au beau milieu de la nuit. Perceuses, coups de marteau, scies. Pourquoi quelqu'un ferait des travaux à 2 ou 3 heures du matin, et surtout le samedi, dans un appartement qui n'a pas besoin d'être rénové? Ils se demandaient ce qu'ils fabriquaient. Ils étaient prêts à s'en prendre à lui. Ils voulaient qu'il s'en aille. Moi, je ne voulais pas qu'il déménage sans raison valable. Je ne voyais pas ce que sa couleur de peau avait à voir là-dedans. Mais les autres locataires disaient qu'il n'avait rien à faire ici. Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit « Je vais t'aider à nettoyer ton appartement pour que tu puisses rester ici. Ils essaient de te faire partir. » J'ai vu qu'il y avait un congélateur coffre dans un coin. J'ai regardé à l'intérieur et il y avait beaucoup de sang et des paquets de viande. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « On dirait que quelqu'un s'est vidé de son sang dans ton congélateur. » Il a répondu « Non, c'est juste de la viande que j'ai emballée. C'est là que je fais ce genre de choses. Et je l'ai laissé là avant de quitter la ville pour aller chez ma grand-mère. En fait, ça a pourri parce que le congélateur était débranché. » Il va s'en sortir comme ça à plusieurs reprises. Il a toujours une excuse. C'est l'aquarium, les poissons sont en train de mourir. Ou alors c'est la viande que ma grand-mère m'a donnée, c'est les eaux usées. Il est toujours capable d'expliquer pourquoi ça sent mauvais. C'était l'escalade. Il devenait négligent. Et quand on sait qu'il voulait cacher ses crimes, il devait se rendre compte qu'il commettait des erreurs. On pourrait même aller jusqu'à se demander s'il ne cherchait pas tout simplement à se faire arrêter. Jeffrey Dahmer erre dans les rues de Milwaukee. Son envie de tuer est plus forte que jamais. 2 jours seulement après avoir tué Tony Hughes, il repère sa prochaine victime, Conerak Sintasomphone. Il aborde un adolescent du nom de Conerak et il lui propose de l'argent s'il accepte de poser pour des photos. Le garçon accepte et le suit jusque chez lui. Aucun des deux ne se doute qu'il s'agit d'une coïncidence incroyable. Santé.
Il se trouve que Dahmer a agressé sexuellement le grand frère de Conerak. Le pauvre garçon ne soupçonne pas du tout qu'il est tombé à son tour dans le piège de celui qui a commis cet acte. 3 ans auparavant, Jeffrey Dahmer a attiré chez lui Somsack Sintasomphone, puis il l'a drogué. Par chance, il avait réussi à s'échapper. Reconnu coupable d'agression sexuelle, le tueur en série avait été condamné à 1 an de prison. La famille de Conerak pensait que l'homme qui avait abusé du grand frère passerait de longues années, voire le reste de sa vie, derrière les barreaux. Ils étaient loin d'imaginer qu'il était en liberté et qu'il continuait de s'en prendre à de jeunes hommes. Ces gens sont originaires du Laos. Ils ont quitté leur pays pour échapper aux persécutions et probablement à la mort. Ils ont fui le danger et sont arrivés aux États-Unis en espérant qu'ils y seraient en sécurité. Ils ne pensaient pas que leurs enfants, qu'ils aimaient de tout leur cœur, se retrouveraient face à un monstre d'un genre bien différent. Une fois chez lui, Jeffrey Dahmer prend Conerak en photo. Il lui fait ensuite avaler des somnifères et commet une nouvelle fois l'impensable. Il perce un trou dans le crâne du garçon avant d'y injecter de l'acide chlorhydrique. Son but, le transformer en zombie. À 1h30 du matin, Conerak est vivant mais dans un état second. Et étonnamment, son agresseur décide d'aller boire une bière dans un bar. L'adolescent parvient à sortir de l'appartement et se met à tituber dans la rue. Tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Il est repéré par 3 femmes qui s'inquiètent immédiatement et appellent les secours. Milwaukee Emergency Operator 71. Okay, hi. I'm on 25th and State, and this is young man. He has been beaten up. He's very bruised up. He can't stand. He study fall out. He was really hurt. Okay, and he's unconscious right now? He getting him up. He is bruised up. Somebody must have jumped on him and stripped him or whatever. Ah, t'es là? Des agents se rendent sur place, mais Dahmer les rejoint. C'est mon petit ami. Pour ces femmes, il est évident que ce garçon, qui semble complètement drogué ou saoul, ne connaît pas cet homme qui prétend être son petit ami. Elles sentent qu'il se passe quelque chose de très bizarre et que sa vie est peut-être en danger. Vous vivez ici? Il saisit Conerak et essaie de le faire marcher jusque chez lui. Vous êtes sûr que ça va aller? Mais les 3 témoins ne sont pas convaincus. Quand Dahmer vient chercher son soi-disant petit ami, cet adolescent dévêtu s'éloigne au lieu d'aller vers lui. Il a l'air d'avoir peur. Dahmer a même du mal à se rappeler son prénom. Il y a clairement quelque chose qui cloche. Les 3 femmes soupçonnent cet homme de vouloir faire du mal au garçon. En présence des agents, Dahmer fait tout pour ne pas éveiller leur méfiance. Il sait quoi leur dire pour les rassurer. Il a déjà été confronté à cette situation. Il a appris quelle attitude adopter avec la police pour ne pas être inquiété. Il va calmement leur expliquer qu'il s'agit de son copain, qu'il a 20 ans et que quand il a trop bu, il a ce genre de comportement. Autrement dit, il se promène tout nu dans la rue et il se montre incohérent. Les agents l'écoutent et semblent le croire. Mais les 3 témoins, les 3 femmes, le trouvent vraiment suspect. Il faut l'emmener à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas. Elles ne comprennent pas pourquoi les policiers croient ce que leur dit Dahmer. Mais plus elles protestent, plus ces derniers s'impatientent. Elles sont de plus en plus en colère parce qu'elles ont l'impression que les agents ne les écoutent pas. Elles se font du souci pour ce garçon et elles commencent à se montrer un peu agressives. Elles leur tapent sur l'épaule, elles essaient d'attirer leur attention, elles essaient de leur expliquer leur version des faits. Mais plus elles insistent sous le coup de la frustration, plus les policiers leur demandent de se taire, les repoussent sur le côté et leur disent que la situation est sous contrôle. Je voulais surtout pas qu'il parle. Je pouvais pas me permettre ce genre d'erreur. J'avais déjà peur à ce moment-là.
Les policiers semblent convaincus qu'il s'agit d'une dispute entre amants. Ils escortent Conérac et Dahmer jusqu'à l'appartement de ce dernier. Il leur montre un tas de vêtements qui appartient au garçon et des polaroïds sur lesquels il a pris différentes poses. Du coup, ils vont croire à cette histoire. Ils vont se dire qu'ils se connaissaient. Ils ne se doutent pas qu'il a abordé l'adolescent dans la rue. Tu sens cette odeur? Avant de partir, l'un des policiers remarque quelque chose. Ouais, c'est bizarre. Dahmer prétend qu'il y a un problème avec les canalisations, mais l'autre policier veut inspecter la chambre. Il jette un coup d'œil à l'intérieur. Et il s'en va, rien à signaler. Il ne s'est pas rendu compte qu'à quelques mètres de là, le corps de Tony Hughes gisait sur le sol et qu'il était en état de décomposition. Ça faisait 3 jours qu'il était là. Je ne sais pas comment ce policier a pu passer à côté, mais c'est ce qui est arrivé. Si les policiers avaient vérifié les antécédents de Dahmer, ils auraient découvert une condamnation pour agression sexuelle sur mineurs. Ils viennent malheureusement de manquer une nouvelle occasion de mettre un tueur en série hors d'état de nuire. C'était rien du tout. Prenez soin de lui, d'accord? Ouais. Dans leur voiture de patrouille, les 2 agents tiennent des propos choquants sur l'adolescent. Par la suite, ils seront rendus publics et une émeute sera évitée de peu. Ces propos révèlent à quel point les policiers se sont montrés incompétents et pourquoi ils ont choisi d'écouter Jeffrey Dahmer plutôt que les témoins. Ils ont manqué de professionnalisme et de discernement. Leur rôle était de protéger tous les citoyens, et pas uniquement certains d'entre eux. Ils avaient des préjugés, et c'est pour ça que le sort du garçon les a laissés complètement indifférents. On avait d'un côté un homme blanc, calme et posé, et de l'autre des témoins afro-américains en colère et énervés, parce que ce garçon d'origine asiatique était peut-être grièvement blessé. Le fait qu'ils ignorent ces femmes et semblent avoir confiance en cet homme blanc prouve qu'ils ne se préoccupaient pas de toutes les communautés de la même façon. Quand il se retrouve seul avec Conérac, Dahmer reprend son expérience monstrueuse. Il lui injecte de nouveau de l'acide chlorhydrique dans le crâne. Et cette fois-ci, l'adolescent ne se relèvera pas. Conérac Sintasomphone est sa 13e victime. Le lendemain, le cannibale de Milwaukee décide de ne pas aller travailler. Il démembre les 2 corps qui se trouvent chez lui et ajoute les crânes à sa collection. La famille de l'adolescent signale rapidement sa disparition. Quand elle voit sa photo dans la presse locale, l'une des femmes qui a tenté de lui venir en aide contacte la police. Elle les a tout de suite appelés et elle leur a dit « Si vous regardez les rapports de cette nuit-là, ça vous mènera tout droit à l'homme qui se trouvait avec lui. Vous avez son adresse et son nom. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Allez-y. » Mais ils ne l'ont pas fait. Le tueur en série a conscience qu'il commet des erreurs et que s'il continue comme ça, il risque d'être confondu. Il n'est plus assidu à son travail et risque d'être renvoyé de la chocolaterie où il est employé de nuit. De plus, sa consommation d'alcool augmente. Dans le quartier, la rumeur enfle. Les avis de recherche se multiplient et les habitants ont peur. Mais il est incapable de maîtriser ses pulsions. Il avait été vu en compagnie du Laotien qu'il avait tué. Ce garçon était porté disparu et pourtant il n'a pas tenté de quitter la ville. Vers la fin, je pense qu'il n'avait plus peur de se faire arrêter. Ce n'était plus qu'une machine à tuer, incontrôlable. On parlait beaucoup de ces disparitions dans la communauté gay. Il n'y en avait pas eu seulement 1 ou 2. À ce stade, on en était quasiment à une dizaine. Dahmer savait bien que tôt ou tard, on ferait le lien entre certaines victimes et lui. Il y avait beaucoup de témoins dans les clubs qu'il fréquentait. Pendant le week-end de la Gay Pride, Jeffrey Dahmer, qui se sent traqué, transfère son terrain de chasse à Chicago.
Là-bas, il rencontre Matt Turner et rentre avec lui à Milwaukee. Matt a très envie de percer dans le mannequinat. Donc, quand Dahmer l'aborde et lui propose un travail de top modèle rémunéré, il saisit l'occasion. Ce n'est pas tellement l'argent qui l'intéresse, c'est surtout la possibilité de se faire connaître. Dans son appartement, il drogue puis étrangle Turner. Il place ensuite sa 14e victime dans le tonneau de 215 litres qu'il vient d'acheter. Puis, il dépose sa tête dans le congélateur. Pour Dahmer, il n'y a rien de plus douloureux ou de plus effrayant que le moment où l'une de ses conquêtes veut partir. C'est une chose qui le terrifie. Il ne supporte pas de voir quelqu'un s'en aller, l'abandonner. Il ne sait pas comment leur demander leur numéro de téléphone, leur proposer un rendez-vous ou entamer une relation. Dès qu'il referme la porte, il a le sentiment qu'il ne les reverra jamais. Quelques jours plus tard, il rencontre à Chicago un homme qui pourrait avoir une influence positive sur lui. Il a 23 ans et se nomme Jeremiah Weinberger. Jeremiah est un garçon enjoué. Il a un beau sourire, une personnalité très attachante. Il vit avec son père pour économiser de l'argent et se payer des études de design. Quel type d'homme tu photographies ? Au bar, les amis de Jeremiah le voient faire connaissance avec un homme grand aux cheveux blonds. Son comportement indique clairement qu'il est sous le charme de cet inconnu. Il va voir son ami et lui demande « Ce type veut que j'aille avec lui à Milwaukee. Qu'est-ce que tu en penses ?» Celui-ci observe Jeffrey et répond « Il a l'air sympa, vas-y. » Ils ne peuvent pas imaginer qu'il est un tueur en série et responsable de toutes les disparitions à Milwaukee. Contrairement aux autres, Jeremiah n'est pas là pour des raisons matérielles. Le lendemain, il reste avec Dahmer. Il semble vraiment l'apprécier et c'est réciproque. En général, les hommes que Dahmer ramène chez lui sont là pour l'argent ou pour une aventure d'un soir. Donc, quand il rencontre Jeremiah et qu'il voit qu'il l'a vraiment séduit, qu'il est attiré par son physique, mais aussi par sa personnalité, ça le prend complètement au dépourvu. Il n'a jamais connu de relation avec qui que ce soit. Et il ne sait même pas par où commencer. Sa seule expérience en la matière se résume à ses histoires d'un soir. Je pense que ça a dû être à la fois effrayant et excitant pour lui. En tout cas, il ne s'y attendait pas du tout. Il ne savait pas quoi faire. Mais alors que le week-end touche à sa fin, va falloir que j'y aille. Jeremiah commet une grosse erreur. Il annonce qu'il doit rentrer chez lui. Après avoir passé plusieurs nuits avec lui, Jeremiah fait ce que font la plupart des gens quand ils ont rencontré quelqu'un. Il lui dit qu'il faut qu'ils partent. Mais il laisse entendre qu'ils se reparleront et qu'ils poursuivront leur relation. Pour Dahmer, c'est comme si on lui avait planté un couteau dans le cœur. N'importe qui d'autre aurait vu ça comme le début de quelque chose, mais pour lui, c'était la fin. Il prépare immédiatement son cocktail spécial. Tu veux une infusion ? Oui, avec plaisir. Et voilà. Jeremiah tombe rapidement dans un profond sommeil. Encore plus qu'avec ses précédentes victimes, Jeffrey Dahmer est prêt à tout pour le garder près de lui, quitte à ce qu'il ne soit plus qu'un zombie. Cette fois-ci, il injecte non pas de l'acide chlorhydrique dans son cerveau, mais de l'eau bouillante dans l'espoir d'obtenir un meilleur résultat. Il recherche une personne qui ne l'abandonnera pas, ce qui n'a rien d'inhabituel. Beaucoup de gens, notamment les adolescents, se disent « J'aimerais trouver quelqu'un qui m'aimera et qui ne me quittera jamais ». Mais lui, c'est un cas extrême. Il est en quête d'un homme qui s'attachera à lui et qui restera à ses côtés pour toujours. Et pour ça, il est prêt à commettre des crimes. Jeremiah titube dans l'appartement, mais ne tente pas de sortir. Son bourreau va-t-il enfin obtenir ce qu'il souhaite
Je suis allée le voir. Il y avait un homme blanc chez lui. Il parlait comme ça. C'était incompréhensible. J'ai demandé à Jeff ce qui se passait et il m'a répondu « Il a trop bu, viens ici, toi ». Après, cet homme m'a pris par le bras quand je me suis dirigée vers la porte. Il voulait partir avec moi, alors je lui ai dit « Non, non, tu ne peux pas venir avec moi. Reste avec lui ». Il essayait de m'expliquer ce qui se passait et ça devait être très difficile pour lui parce qu'il avait été drogué. Mais moi, je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait. Avant de partir travailler, Dahmer fait une autre injection à son cobaye. Quand il revient, Jeremiah est mort. L'expérience menée sur sa 15e victime a échoué. Parmi tous les meurtres qu'il a commis, il y en a 3 qu'il regrette. Celui de Steve Hicks parce que c'était un accident, celui de Steve Tuomi parce qu'il ne s'en souvient pas. Et enfin, celui de Jeremiah Weinberger parce que c'était quelqu'un de bien. Ce qui s'est passé avec lui est vraiment tragique. Cette relation aurait pu tout changer. Mais finalement, il n'a pas pu se contrôler. Les amis du jeune homme s'inquiètent qu'il ne soit jamais revenu. Il distribue sa photo dans les bars gays et explique qu'il a été vu pour la dernière fois en compagnie d'un homme grand aux cheveux blonds. Ils savent qu'il s'appelle Jeff, ils peuvent le décrire, et ils ont retenu qu'il venait de Milwaukee, la ville où plusieurs hommes ont disparu. L'étau se resserre. J'ai été très prudent pendant des années et des années. Très prudent. Je faisais vraiment attention à ne laisser aucun indice derrière moi. Mais ces derniers mois, c'était de la folie. Jeffrey Dahmer a acheté un tonneau de 215 litres pour stocker ses victimes. Pourtant, les corps commencent à s'entasser dans son appartement. Et les voisins se plaignent de plus en plus de l'odeur nauséabonde provenant de chez lui. Au bout d'un moment, ça finit par sentir très mauvais. C'est une infection. C'est insupportable. Il y avait comme une odeur de viande, mais vraiment pourrie. Et ça sentait dans tout l'immeuble, c'était horrible. Certains locataires avaient des petits climatiseurs, mais la plupart n'en avaient pas, donc ils laissaient leurs portes ouvertes. À mon avis, personne n'a été aussi incommodé que moi. Je me baladais en reniflant aux portes parce que ça avait pris de telles proportions qu'on avait dû ouvrir la porte de service et les fenêtres de l'appartement. Mais c'était toujours aussi horrible. Une personne qui connaît l'odeur de la mort aurait tout de suite compris. Nous, ça ne nous est même pas venu à l'esprit. C'était la première fois que je sentais l'odeur de cadavre. Beaucoup de gens se sont plaints au gérant de l'immeuble. Mais il faut savoir qu'il y avait beaucoup de crimes dans le quartier. Et quand ils sont allés frapper aux portes, ils ont trouvé d'autres corps. Dahmer a eu beaucoup de chance. Il a réussi à exploiter les crimes des autres à son avantage. Au lieu de se débarrasser des cadavres qui encombrent son appartement de Milwaukee, le tueur en série part à la recherche d'une nouvelle victime. Il jette son dévolu sur Oliver Lacey, un mannequin et bodybuilder de 23 ans qu'il trouve irrésistiblement séduisant. Mais celui-ci pourrait le conduire à commettre une erreur lourde de conséquences. Dahmer travaille dans une chocolaterie. À une époque, c'était un employé modèle, mais dernièrement, il a souvent prétendu qu'il était malade et il sait que s'il rate une journée de plus, il risque de se faire renvoyer. Il est très attiré par Oliver Lacey. Il ne veut surtout pas le laisser partir. Mais il est aussi conscient qu'il va bientôt devoir aller travailler. Dans son appartement, Jeffrey Dahmer poursuit ses expériences. Cette fois-ci, il endort Lacey avec du chloroforme.
Mais il sait qu'il ne restera pas inconscient pendant très longtemps. Il travaille la nuit et redoute que l'homme se réveille et s'en aille durant son absence. C'est la pire chose qui pourrait lui arriver. Il a donc une décision cruciale à prendre. Ça pourrait lui coûter son poste, mais il est tellement subjugué par Lacey qu'il est prêt à prendre ce risque. Dahmer étrangle le jeune homme. Après s'être blotti contre sa 16e victime et avoir contemplé son corps, il le démembre, place sa tête dans une boîte qu'il dépose dans le réfrigérateur et son cœur dans le congélateur. S'il choisit ou s'il essaie de manger leur cœur, c'est parce qu'il veut récupérer la force de ces hommes. Il possède leur crâne, mais il veut aussi leur âme. Et ce qui peut représenter ça, c'est le cœur. Mais il y a plus important pour lui. Le squelette de Lacey montra la garde près de l'hôtel macabre qu'il a l'intention d'édifier. Il a désormais en sa possession 2 squelettes et 10 crânes. Sa mission sera bientôt terminée. Cet homme pense que s'il construit un lieu sacré à partir des ossements des hommes qu'il a tués, une puissance diabolique se révélera à lui. L'appartement de Jeffrey Dahmer ressemble à l'antichambre de l'enfer. Il y a des morceaux de cadavres dans tous les coins. Et depuis qu'il a tué Oliver Lacey, il manque de place pour ses victimes. Dahmer commet trop de meurtres pour pouvoir se débarrasser des cadavres. Il a acheté un baril de 215 litres pour y conserver certaines parties des corps. Mais démembrer un cadavre demande du temps, qu'il n'a pas parce qu'il tue à un rythme effréné. Il va bientôt être licencié à cause de ses absences répétées et sans son salaire, il risque d'être expulsé de son appartement. Jeffrey Dahmer semble courir à sa perte.